Et donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent donc, pour ce prochain stream. Un stream qui va donc s'intéresser au top management, faire de la diversité donc une priorité stratégique. Et donc, comme nous sommes à mi-parcours de nos échanges, je vais tout de suite appeler Muriel Jazor, ma consoeur, rédactrice en chef aux Échos. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Elle est spécialiste des questions de leadership. Muriel, on est un petit peu en retard, donc on va vous demander donc de nous rendre l'antenne à peu près à midi 40, n'importe quoi, 14h43. Je suis troublée si on pouvait également fournir un micro à Muriel. Et donc on va accueillir, ou je vais les appeler si vous voulez, comme ça sera plus simple, comme j'ai un micro. Donc, eh ben voilà, c'est fait. Que la lumière soit, que le son soit. La scène est à vous, Muriel. Oui, ça va. Alors, en principe, il doit fonctionner. Sinon, je vous donne mon micro. On essaye. Oui. Magnifique. Bon, en matière de... C'est super. Donc, en matière de diversité et d'inclusion, l'implication des dirigeants est évidemment cruciale. Et c'est eux qui permettent ensuite de faire en sorte que les lignes bougent. Et on a vu tout à l'heure les chiffres qui sont quand même pas très bons. Hein. On a rappelé tout à l'heure que au sein du SBF 120, il n'y a que 3,5% en moyenne de dirigeants qui sont issus d'une diversité ethnoculturelle. Alors, quand on s'intéresse aux femmes, le pourcentage est meilleur. On atteint dans le COMEX une moyenne de 24%, mais enfin, on est loin des 40% que la loi Rixain demande d'ici 2030. Donc, pour parler de ces sujets, j'ai 6 invités, donc je vais les appeler. Justine Walbaum, qui est CEO de Maison du Monde. Voilà. Je sais pas, hop, je me mets au milieu. Luc Guillemin, président de Securitas France. Elisabeth Chungui, présidente déléguée de la Fondation Orange et directrice exécutive RSE et diversité et solidarité. Charlotte Vandeput, associée membre du comité exécutif en charge des talents pour la France et l'Afrique francophone de Deloitte. François-Marie Arguarche, qui est directeur expérience collaborateur et transformation à la Française des Jeux. Et puis Sophie Audebert, DRH de Nexity. Alors, sans plus tarder, on a un petit peu de retard. Alors, évidemment, vous êtes tous les 6, surtout vous intéressez à toute la palette de la diversité, hein, que ce soit les origines sociales, les femmes, les hommes, l'âge, le handicap, etc. Mais plus spécifiquement, je vais commencer par vous, Pierre-Marie Arguarche, de la Française des Jeux, et par l'aspect femmes-hommes, et notamment le fait que dans la direction, à la direction générale de la Française des Jeux, vous êtes plutôt toujours bien placé dans tous les palmarès de féminisation. Donc expliquez-nous comment vous y parvenez. Bonjour à tous, je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui pour partager quelques bonnes pratiques en matière de mixité en entreprise. Et il est vrai qu'au sein du comité de direction générale de FDJ, nous sommes vraiment très très fiers de cette politique à la fois de diversité et plus spécialement de mixité. En 2020, on vient de parler du SBF 120, FDJ était la seule société à avoir un index Pénicaud à 100 points sur 100 sur les 120 entreprises du SBF 120.
Nous sommes précurseurs, mais nous sommes suivis. Déjà, une deuxième société en 2021 a aussi un index à 100 sur 100. Donc, j'invite toutes les sociétés du SBF 120 à avoir un bon index Pénico. Alors, justement, une des premières mesures à travailler était la place des femmes dans les instances de gouvernance, dans la ligne managériale. Il faut savoir que dans le groupe FDJ, petite société qui passe aux 20h sur TF1 avec du tirage du loto Euromillion, peut-être on en avez-vous entendu parler. Dans le groupe FDJ de 2700 personnes, nous travaillons sur justement, à l'occasion des revues de personnel, à l'occasion du recrutement, nous travaillons à essayer d'avoir cette mixité. Dans le groupe FDJ, sur la société du périmètre de l'index Pénico, nous sommes à 42% de femmes dans l'entreprise. Et nous n'avions que 35% de femmes au sein du CDG, du comité de direction générale, et dans la ligne managériale. Et depuis 2015, nous travaillons sur ce sujet, là encore, recrutement, promotion, revue de personnel. Et aujourd'hui, on est très très heureux d'avoir le même pourcentage de femmes à la fois au sein du CDG que dans la ligne managériale, le même pourcentage de femmes que dans l'entreprise, c'est-à-dire à plus de 40%. Alors la clé, c'est quoi? Comment on fait pour y arriver? Je pense qu'il faut un alignement des parties prenantes. Nous avons la chance d'avoir un sponsoring très fort de notre présidente directrice générale Stéphane Palaise, le CDG lui-même, les directions métiers, les managers et aussi les représentants du personnel, puisque nous avons un accord d'engagement sur la diversité et la mixité en entreprise. Si vous alignez toutes les planètes, vous pouvez aller dans le bon sens pour avoir un index Pénico à 100 sur 100. Tout le monde est aligné. Donc ça, c'est intéressant. Et puis c'est surtout que la diversité homme-femme a l'avantage de se mesurer, ce qui n'est pas toujours le cas pour ce qui est, parce qu'il n'est pas du tout le cas pour ce qui est de la diversité d'origine. Donc Elisabeth Chungui, vous allez nous parler de la diversité d'origine. Alors dans la mesure où elle ne se mesure pas, comment faites-vous, pouvez-vous nous parler des bonnes pratiques chez Orange et la manière dont vous pouvez ensuite cascader tout ça pour que ça soit aligné dans toute l'entreprise. Merci Muriel, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être parmi vous. Alors il faut, comme cette diversité ethnoculturelle ne se mesure pas, il faut être créatif et volontariste. Et donc ça commence par le top management. Et je vais vous communiquer un fait. Si on prend les entreprises, c'est encore pire que le SBF 120, si on prend les entreprises du CAC 40, il y a 3 membres du COMEX issus d'origine africaine dans tout le CAC 40. Donc en sachant qu'il y a à peu près 500 cadres dirigeants, membres de COMEX dans le CAC 40, nous sommes 3. Voilà, je suis une d'entre, une des représentantes de ces minorités visibles. Donc évidemment, ça commence par l'exemplarité. Commencer par avoir des COMEX beaucoup plus diversifiés et ne pas se cacher derrière l'excuse. Alors comme on ne mesure pas, on ne peut pas corriger, les statistiques techniques, etc. Les talents existent. Vous allez dans des cabinets, les plus grands cabinets de chasseurs de tête de la place de Paris, il y a des cadres dirigeants issus de la diversité qui sont tout à fait prêts à être membres de COMEX d'entreprise du CAC 40. Il faut faire des recrutements externes, c'est la première chose. Et donc, une fois qu'on est en place, il faut que ça cascade. Alors, je vais vous donner un exemple. Quand j'ai été nommée chez Orange, il y a 2 ans, j'ai dû recruter un directeur ou une directrice de cabinet. Et là, aux surprises, c'est un tremplin pour les jeunes parce que les directeurs de cabinet de membres de COMEX, derrière, le poste d'après, c'est membres de CODIR, de filiales, etc. À ma grande surprise, 8 candidats en shortlist, 6 issus de la diversité. Donc je demande au talent management, mais est-ce que c'est une coïncidence? Ils me disent non, c'est pas une coïncidence, c'est parce qu'ils m'ont vu arriver et qu'ils se sont dit que c'était donc possible pour eux. Donc j'ai contribué à briser le plafond de verre. Et après, voilà, le rôle modèle, l'importance des rôles modèles. Et après, ça cascade. Nous avons régulièrement des executive talent review, des leader talent review. Je peux vous dire que je suis à aiguillonner tous les membres du COMEX. Si je vois qu'il n'y a pas de femmes en shortlist, qu'il n'y a pas assez de profils de la diversité, voilà, je râle, pour dire les choses clairement. Et puis après, voilà, on cascade. Et il faut aussi des démarches bottom-up. Il faut recruter
différemment. Nous avons un programme, les Orange Graduate Programme, pour recruter des jeunes issus des grandes écoles. On sait que les grandes écoles, il y a quand même un sujet de mixité. Nous agissons à 2 niveaux. Un, en ouvrant ce Orange Graduate Programme qui permet à des jeunes d'avoir 3 postes en 3 ans dans différents endroits du groupe. On a ouvert à des universités et nous recrutons différemment aussi en créant nos propres organismes de formation, comme un centre de formation apprenti qui mène vraiment, qui forme à des métiers très techniques où nous sommes en pénurie de talents, la cyberdéfense, la data, l'IA. Et là, pas besoin d'avoir fait de grandes écoles, pas besoin d'avoir Bac+5, nous recrutons de tous horizons. Donc voilà, il faut une démarche top-down, une démarche bottom-up, un talent management très musclé sur ces sujets. Par exemple, nous avons développé avec le Club 21e siècle un programme de mentoring qui vise spécifiquement les femmes issues de la diversité parce qu'on sait qu'elles sont confrontées à un double plafond de verre. Et puis toujours l'exemplarité. Nous avons aussi demandé à tous nos N-1 de COMEX de passer le baromètre de la diversité du Club 21 qui permet de mesurer voilà. Donc c'est un effort de chaque instant, créativité, volontarisme. Alors, créativité, volontarisme, je pense que c'est le cas aussi chez Nexity. Audebert. Alors vous, chez Nexity, en plus, il y a une dirigeante, une femme à la tête, Véronique Bedag, et puis un directeur général délégué issu aussi de la diversité d'origine. Donc je crois aussi que vous avez une charte qui engage. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Oui, effectivement. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai. Je suis d'accord avec ce que vous disiez sur l'exemplarité. Et nous, il s'avère que notre directrice générale, c'est une femme blanche qui vient du Nord. Et notre directeur général délégué est un homme d'origine antillaise. Donc, ils aiment bien tous les deux, effectivement, le dire en disant, voilà, on incarne ce que l'on souhaite que soit Nexity. Donc, Nexity est un promoteur immobilier, mais pas que, puisqu'en fait, nous offrons à nos clients particuliers entreprises, toute une palette de services donc tout au long de leur vie immobilière. On pourrait se dire spontanément, ce sont des métiers un peu plus masculins. En fait, on a beaucoup travaillé avec les membres du COMEX et la direction générale pour se dire finalement, si on veut que Nexity soit une entreprise inclusive, parce que nous sommes persuadés, c'est notre conviction, que c'est source de richesse, il faut montrer l'exemple. Donc on a effectivement fait une enquête auprès de l'ensemble de nos collaborateurs, nous sommes 8300, pour savoir comment ils percevaient les choses. À partir des résultats, nous avons établi une charte donc, qui correspond évidemment à l'entreprise, une charte inclusion qui est signée par les membres du COMEX, qui est signée par tous les managers et par tout entrant dans l'entreprise parce que, comme ce sont nos valeurs, il faut que les collaborateurs qui nous rejoignent les partagent et plus on sera nombreux à les partager et plus en fait ça devient quelque chose de naturel. Ce que je partage évidemment aussi, c'est que je pense qu'il faut, c'est une attention tous les instants, il ne faut pas baisser la garde, que ce soit sur les sujets, enfin quel que soit le sujet en termes d'inclusion-diversité. Nous avons beaucoup œuvré pour la parité, voilà, hommes-femmes, depuis de nombreuses années déjà, sur la politique en faveur des personnes en situation de handicap et aussi évidemment sur les minorités ethniques et surtout, on a une action dont je parlerai tout à l'heure sur les jeunes issus des quartiers prioritaires. Donc cette charte d'inclusion, elle donne le ton. Nous avons aussi beaucoup fait de formation, toujours avec des messages très incitatifs, très portés par la direction générale. Et donc là, on a déployé beaucoup d'actions. On a aussi, et je pense que c'est essentiel, une fois que c'est incarné par la direction générale, que les managers en sont persuadés, donc les collaborateurs, puisqu'en fait, ça devient quelque chose qui est naturel et porté par la DG. On a aussi embarqué nos parties prenantes. On s'est dit que finalement, on a un écosystème et on doit embarquer cet écosystème avec nos valeurs. Donc, tous les contrats cadres que nous avons avec nos partenaires, que ce soit en matière de recrutement, de formation, il y a une clause contractuelle sur justement ces valeurs de diversité et d'inclusion. Donc, ils s'engagent avec nous, à nos côtés, pour porter ces valeurs. D'accord, merci. Alors l'incarnation, Luc Guillemin, alors vous êtes président donc, de Securitas France, donc vous incarnez cette application.
Et je voulais savoir comment vous arrivez à ce que votre conviction descende jusqu'au management intermédiaire. Alors oui, chez Securitas, alors on est dans des métiers de surveillance, de sécurité, où la diversité existe, elle est très présente dans l'entreprise, mais essentiellement sur les activités opérationnelles. Et vous avez certainement croisé tous les jours des agents de sécurité dans des magasins, sur des sites industriels, dans les aéroports. Et là, clairement, la diversité, elle est très présente. Maintenant, quand on regarde un peu plus dans les strates de management de l'entreprise, c'est beaucoup moins vrai. Et donc, c'est là-dessus que nous, on travaille sur ces équipes de middle management pour favoriser la diversité sur ces équipes-là. On a commencé par le top management. On a maintenant un équilibre homme-femme au comité de direction. Donc ça, c'est déjà une première étape de franchie. Mais vraiment, sur la strate middle management, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et là, on a peu de féminisation et encore moins de présence et de diversité ethnique et culturelle. Donc on a un vrai travail à faire là-dessus. Et donc c'est nos deux axes sur lesquels les équipes travaillent. D'abord la diversité ethnique et culturelle. Donc là-dessus, l'enjeu c'est vraiment d'identifier les talents, donc utiliser en fait toute la mécanique bien connue des entreprises de talent review, mais de la descendre suffisamment en bas dans l'entreprise pour vraiment identifier sur le terrain les hommes et les femmes de la diversité, qui ont du talent et qu'on peut continuer à former pour les faire grandir dans l'entreprise et ensuite les former pour qu'ils puissent accéder demain à ces postes de middle management et grandir et faire carrière dans notre entreprise. Il y a beaucoup d'opportunités, on est 17 500 en France, donc il y a vraiment des opportunités de carrière pour tout le monde. Ça, c'est notre premier levier. Et puis aussi, on a aussi travaillé sur des formations, cette fois vraiment auprès de tout le monde, pour ne serait-ce que prendre conscience, et notamment on a fait une formation sur les biais inconscients, sur ces enjeux de diversité, pour que tout le monde commence à prendre conscience du sujet dans l'entreprise. Et puis évidemment, on continue à travailler sur l'équilibre homme-femme. C'est un enjeu. C'est même un enjeu au-delà de l'entreprise, c'est un enjeu du secteur. Dans la sécurité privée, il y a 15% de femmes en France, seulement. Ouais. Il y a beaucoup d'autocensure peut-être aussi. Oui, tout le monde est persuadé que pour être agent de sécurité, il faut mesurer 2 mètres, être ultra sportif et savoir monter les escaliers en courant d'une tour à la Défense. C'est pas vrai. Il y a plein d'autres métiers qui nécessitent pas du tout ça. Et d'ailleurs, dans les formations pour devenir agent de sécurité, il n'y a aucun test physique. Voilà. Par contre, il y a une dimension qui est très importante pour travailler dans la sécurité, c'est savoir gérer les conflits et apaiser les tensions à l'entrée d'un magasin, sur un site industriel. Quand on refuse l'accès à quelqu'un, très vite, il peut y avoir des tensions. Et là, clairement, je pense que les femmes ont toute leur place à prendre, parce que bien souvent, elles sont bien meilleures que les hommes pour justement apaiser ces tensions. Donc, il y a de l'avenir pour les femmes dans la sécurité privée. Encore plus à un moment où on a devant nous une échéance majeure, qui sont les Jeux Olympiques à Paris, où si on parle pour l'ensemble du secteur, il faut qu'on trouve 30 000 personnes pour sécuriser les Jeux en juillet 2024. Voilà. Et donc aujourd'hui, avec seulement 15% de femmes, on se dit que ça serait peut-être bien d'en trouver plus, parce que finalement, on recrute que dans la moitié de la population française, ce qui est un peu idiot, alors qu'on pourrait ouvrir vraiment plus l'ensemble de nos recrutements. Donc on travaille aussi là-dessus. Comment attirer les femmes dans notre secteur. Des emplois à prendre dans ce secteur. Donc je pense Absolument. que ça peut intéresser des gens dans la salle, effectivement. Et justement, des emplois à prendre pour les JO, ça peut intéresser aussi pas mal de jeunes. Je sais, Julie Walbaum, vous vous intéressez vous aussi à toute la palette de la diversité, mais tout particulièrement dans tout ce qui concerne, vous intégrez pas, enfin en tous les cas la dimension inclusion beaucoup dans le recrutement des jeunes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ? Avec plaisir, merci. Je suis ravie d'être là également. Et si je peux me permettre, je prends juste un instant pour saluer et remercier chaleureusement les équipes Maison du Monde qui sont avec nous aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elles sont venues vraiment en masse aujourd'hui, et pas seulement de Paris, vraiment de toute la France et de l'international. Et cela montre vraiment la mobilisation interne que ce sujet a chez nous. Et c'est assez nouveau pour partager avec vous cette mobilisation autour des jeunes issus de la diversité et vraiment issue de nos travaux sur notre raison d'être d'entreprise que l'on a co-construit pendant 18 mois avec l'ensemble des collaborateurs et qui a abouti à cet enjeu de
inspirer à chacun l'envie de s'ouvrir au monde pour créer ensemble des lieux de vie uniques, chaleureux et durables. Et donc là-dedans, il y a vraiment cette notion d'envie et d'ouverture au monde. Et ça nous a donné à tous, nos 8000 collaborateurs, l'envie en effet de s'ouvrir à l'autre. Alors les jeunes, c'était un enjeu chez nous de tout temps, puisque aujourd'hui, parmi nos 8000 collaborateurs, un quart ont moins de 25 ans. Et le recrutement aussi, puisque nous recrutons 1000 CDI par an. Une très grande partie d'entre eux ont aussi moins de 25 ans. Mais en revanche, les jeunes issus de la diversité étaient moins un enjeu pour nous. À l'aune de cette raison d'être, nous avons en effet décidé de largement accélérer nos efforts. Et j'entends aujourd'hui énormément d'exemples inspirants et de bonnes pratiques. Alors, on essaye d'appliquer la même chose. Alors, pour ne pas ajouter et répéter, peut-être ce qui aussi marche pour nous, au-delà de cet élément incroyablement fédérateur de la raison d'être qui nous a permis d'aligner l'ensemble des parties prenantes autour de la diversité, il y a vraiment essayé de trouver les bons partenariats et de créer une sorte d'écosystème coopératif. Et donc moi, je voudrais aussi remercier et rendre hommage à tous ces partenaires qui sont impliqués au quotidien pour faire avancer ces sujets. Typiquement, la Fondation Mosaïque et le Sommet de l'Inclusion, dont nous sommes partenaires depuis 2 ans, et qui nous a permis de comprendre, parmi d'autres acteurs, que c'était chouette de recruter nos managers recrutement inclusif, et on le fait. Et nos équipes RH sont incroyablement mobilisées aussi. Mais en fait, la chose qu'on doit faire, c'est combattre nos propres biais personnels et collectifs, et notamment sortir des sentiers battus. Ce qu'on a réalisé, c'était qu'en effet, le premier obstacle, c'est que les gens pensent que ce n'est pas possible. Vous en parliez pour les femmes, mais c'est vrai aussi pour les jeunes issus de la diversité. Donc ce que nous, on essaie de faire maintenant, c'est d'aller beaucoup plus sur le terrain, d'aller à la rencontre de ces jeunes. Et donc, au-delà de partenariats comme avec Mosaïque, nous faisons aussi des partenariats avec, par exemple, l'IGS, qui est vraiment très porté sur la diversité, avec lequel nous développons des parcours certifiants, puisque Maison du Monde, c'est 350 magasins, donc on a besoin de beaucoup d'équipes de vente. Et donc, on leur apporte justement l'employabilité à travers une filière BTS et depuis cette année, une filière licence co-construite avec l'IGS. Et puis, on a également lancé cette année un partenariat avec Audencia, qui lance un programme formidable qui s'appelle le programme Sirius, qui vient détecter parmi les bacs pro des candidats à potentiel, mais à qui on n'a jamais expliqué qu'il y avait plus de voies possibles que ce qu'ils connaissaient. Et donc, on leur permet d'accéder au programme Bachelor d'Audencia. Nous, en tant que partenaire, on participe au financement, bien sûr. Et donc, voilà, ça permet d'aller détecter des talents sur leur terrain en leur expliquant que c'est possible pour ensuite pouvoir les inviter à découvrir les métiers de Maison du Monde. D'accord, merci. Donc, pour ouvrir le champ des possibles dont vous parlez, écoutez, il faut aussi de la méthode et je crois que Charlotte Van de Putte peut nous en parler car ce qui est important aussi, c'est de savoir bien fixer les objectifs aux managers pour parvenir à cette diversité et à cette inclusion. Oui, absolument, Muriel. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de participer aujourd'hui sur ce sujet qui nous mobilise aujourd'hui beaucoup chez Deloitte. Deloitte, c'est le leader mondial de l'audit et du conseil. Donc, on fait du service aux entreprises. C'est 400 000 collaborateurs dans le monde et 7 000 en France. Et la particularité de nos effectifs, c'est qu'on a beaucoup de jeunes, 30 ans de moyenne d'âge et 1800 recrutements par an. Donc, on a un fort renouvellement régulier de nos recrutements. La première dimension d'objectif, comme vous le disiez Muriel, elle se porte bien évidemment sur le recrutement. On avait l'habitude de travailler sur un vivier d'étudiants qui viennent des grandes écoles de commerce, grandes écoles d'ingénieurs, où on le sait, la diversité n'est pas encore au niveau que l'on attend. Donc on a fait un premier choix, c'est d'ouvrir nos filières de recrutement et on a noué des partenariats avec de nombreuses écoles spécialisées, notamment dans les métiers du consulting, de la technologie, où là, il y a beaucoup plus d'ouverture et de diversité. On a noué ces partenariats pour recruter désormais régulièrement des jeunes venant de ces formations. Et on a aussi fixé des objectifs ambitieux chiffrés de recrutement venant des universités, là encore, où la diversité ethnique, culturelle est beaucoup plus forte. Et on s'est de fait fixé un objectif de recruter tous les ans 10% d'étudiants qui viennent de nouvelles filières, de nouvelles écoles, pour faire en sorte que tous les jeunes, quelles que soient leurs origines, se sentent légitimes à candidater chez nous et encourager ces nouvelles filières de recrutement. Deuxième élément, bien sûr, on recrute aussi beaucoup de profils expérimentés.
Et on veut s'assurer qu'on maintient ce même niveau de diversité pour ces profils-là. Et là, on a revisité l'ensemble de nos contrats avec tous les cabinets de recrutement qui travaillent avec Deloitte. Et on a fixé et cranté dans les contrats avec les cabinets de recrutement des objectifs de diversité de profil et d'inclusion. Et ça marche. On suit de façon très structurée la diversité des profils avec chacun de ces cabinets. Et c'est une condition aujourd'hui sine qua non pour continuer de travailler avec Deloitte. Le deuxième élément, parce qu'une fois qu'on a recruté des profils diversifiés, il faut les retenir, les faire grandir, les faire évoluer. Il y a le sujet de la rétention et de la promotion. Et là, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'inscrire dans les objectifs de tous les managers. Donc, on parle bien de toute la strate de management intermédiaire. Et chez nous, on devient manager très jeune, en fait, au bout de 5 ou 6 ans de carrière. Chacun, désormais, dans sa feuille d'objectifs, depuis cette année, a un objectif d'être inclusif dans tous les processus RH dont il ou elle a la charge. L'évaluation, les rémunérations, la promotion, l'identification du vivier de leaders. C'est au-delà de l'engagement du top management, puisque cet engagement, on l'a pris au niveau du comité exécutif. Il est impératif que chacun, dans les décisions RH au quotidien que le manager est amené à prendre, il ait évidemment ces objectifs de diversité et d'inclusion. Et ces objectifs, de fait, on va les suivre dans le cadre de l'évaluation de la performance de chacun de nos managers. C'est pour nous une condition indispensable pour progresser de façon durable, encore une fois, au-delà de ce que l'on peut décider en tant que top manager ou membre de comité exécutif. On voit que les jeunes sont une cible importante. Julie Walbaum, vous avez décidé de vraiment accélérer, parce que vous avez déjà effectivement sur l'égalité homme-femme, dans d'autres domaines bien avancés, mais les jeunes, c'est une cible sur laquelle vous avez décidé d'accélérer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, au-delà du recrutement, en effet, on essaye de créer une contribution positive donc, à travers 2 autres leviers. Déjà, l'alternance, puisqu'on sait que c'est quand même une voie vers l'emploi extrêmement positive et pour l'entreprise et pour le jeune. On sait bien, en effet, qu'au-delà du recrutement, le vrai enjeu, c'est l'intégration dans l'entreprise. Il y a beaucoup de jeunes qui, en fait, n'ont pas les codes et donc, au bout de quelques mois, délaissent l'entreprise. Donc, ces parcours longs d'alternance permettent justement cette acculturation positive dans les 2 sens. Donc nous, on a doublé notre nombre d'alternants en 2 ans. On a 150 jeunes en alternance cette année. On compte doubler à nouveau d'ici à 2 ans. Et puis on développe également le mentorat. Alors là, pour le coup, à destination de tous les jeunes, en particulier ceux issus de la diversité, avec là aussi des associations partenaires comme Article 1 ou Banlieue Santé. Là, que les jeunes aient envie ou non de nous rejoindre, l'idée, c'est de leur donner cet éventail des possibles. Et on voit à quel point c'est aussi incroyablement enrichissant pour nos collaborateurs. Et c'est peut-être justement le dernier point qu'on essaye de faire, c'est cette sensibilisation, puisqu'en effet, l'inclusion, ça se vit au quotidien. Il ne faut pas le stigmatiser ou juste le ramener à une stat, en effet, dans un plan d'action. C'est quelque chose qui doit se vivre au quotidien justement, cette inclusion, elle doit se vivre aussi dans les valeurs de l'entreprise. On a des valeurs autour de l'optimisme, de la proximité, de l'engagement. Et donc, on doit pouvoir le sentir au jour le jour. Donc, on a cette sensibilisation en permanence. Là, on vient de lancer notre première semaine de l'engagement avec 600 collaborateurs qui ont participé pour toujours porter cette voie de l'inclusion et avoir ce dialogue, parce que souvent les managers en fait voudraient avoir plus d'inclusion, mais au-delà de pas savoir comment s'y prendre, ça prend du temps et puis c'est compliqué, et puis oui, c'est d'autres problématiques managériales. Donc en effet, il faut les accompagner et il faut que tout le monde soit engagé, parce que ça prend plus de temps, parce que ça présente plus de challenges et que en effet le fruit est seulement à long terme, mais à travers ce sens que tout le monde y trouve, on peut, si tout le monde est aligné, en effet, jusqu'aux incentives, et ça c'est très 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 important, donc on le fait également pour montrer qu'il n'y a pas la parole et l'action et que tout est aligné. Donc cette sensibilisation, cet engagement vis-à-vis des jeunes, Sophie Audebert, vous aussi chez Nexity, vous avez quelques actions bien concrètes. Oui, effectivement. Chez Nexity, depuis 4 ans déjà, on s'est engagé à accueillir plus de même 300 jeunes de 3e, des petits stagiaires,
issus des QPV parce que, on le sait très bien, sans nos actions, ces jeunes n'auraient pas forcément accès à l'entreprise par leur milieu familial, leur milieu amical. Et donc, pour nous, c'est important, ça leur donne le moyen de découvrir l'entreprise. Ça permet aussi aux tuteurs, parce qu'on a pareil, toujours on demandait aux managers à tous les niveaux de s'engager. Ça permet aussi de déconstruire des préjugés que peuvent avoir les tuteurs, de faire de belles rencontres. Parfois, on a eu des témoignages extrêmement chaleureux et donc ça les encourage. On a aussi, actuellement, on vient de finir la campagne de recrutement des alternances, on en a plus de 500. Pareil, avec la possibilité qui est donnée toujours d'aller chercher dans le monde de la diversité, dans les quartiers. Et on a créé un CFA, le premier de l'immobilier, qui s'appelle les apprentis de l'immobilier, où en fait, on est allé chercher des jeunes en leur disant « Venez découvrir nos métiers, on va vous former. Et puis, bonne nouvelle, si vous en avez envie, on vous gardera. » Et je pense que dans cette démarche, c'est vraiment gagnant-gagnant. Parce que pour ces jeunes-là, ils apprennent un métier, ils ont la possibilité d'avoir un emploi. Et puis nous, voilà, ce sont des métiers sur lesquels parfois on a du mal à recruter. On a des jeunes qui sont engagés, qui ont appris leur métier avec des professionnels de Nexity. Et donc, ils ont un engagement d'autant plus fort. Et je pense que toutes ces actions contribuent aussi à renforcer la fierté d'appartenance des collaborateurs, l'engagement. D'ailleurs, nous avons été à nouveau certifiés Great Place to Work là au mois de juin. Et dans les items qui ressortent, pour 9 collaborateurs sur 10, Nexity est une entreprise inclusive. Donc, c'est une grande fierté pour tout le monde. Et là, les managers sont finalement heureux d'avoir contribué. Et voilà, ça renforce la fierté à tous les niveaux. Donc, je pense que c'est vraiment une démarche gagnant-gagnante. Je tiens aussi à dire qu'on est très aidés, nous, collaborateurs de Nexity, par notre fondation. Donc, on a une fondation Nexity qui, elle, fait tout le travail amont avec les associations. Donc, les associations dont vous aviez parlé, l'école de la deuxième chance, article 1, etc., etc. Mais beaucoup d'associations donc sur l'emploi des jeunes. Et donc, ça permet de créer un lien fort entre l'entreprise et le milieu associatif pour pouvoir les accueillir, pour pouvoir aller les chercher dans le quartier, en région parisienne. C'est vraiment essentiel. Je crois d'avoir ce rapport gagnant-gagnant à tous les niveaux. C'est important. Merci. Pour faire avancer les choses aussi, il faut également une égalité salariale. Pierre-Marie Argouache, là aussi, comment avez-vous fait pour réduire l'écart des salaires entre hommes et femmes ? Oui, c'est un sujet extrêmement important. Tout est passionnant dans ce débat. J'aurais aimé intervenir sur tous les autres thèmes, mais on n'a pas le temps. On va juste faire un petit éclairage sur ce sujet de réduction d'écart des salaires entre les femmes et les hommes. Rien ne justifie cet écart de salaire. Nous travaillons depuis de nombreuses années sur ce sujet. C'est 40 points sur 100 dans l'index Pénicaud. Première chose, c'est avoir un budget dédié de rattrapage salarial. Donc moi, mes équipes font un travail savant par fonction. On réduit, on fait des catégories moins de 35 ans, entre 35 et 50 et plus de 50 ans parce qu'on ne va pas comparer un junior avec un senior, etc. En plus, mon contrôle de gestion sociale, c'est des malins, ils font l'étude à l'aveugle sur le matricule. On ne sait pas si on est en train d'étudier un homme ou une femme. On étudie un salaire de quelqu'un qui est décroché. Et on a dans notre politique salariale un budget dédié de rattrapage salarial de 0,20% de la masse salariale. Et quand j'ai commencé à faire ça il y a de nombreuses années, pour essayer de réduire cet écart, il y a 10 ans à la Française des Jeux, cet écart était de 14% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, on est à l'égalité puisque nous avons 40 points sur 40 points dans l'index Pénicaud. Comment on fait? C'est que vous savez que quand il y a une politique d'augmentation individuelle, une politique dans les directions, on donne un budget à chaque direction. Et il y a une règle d'or, c'est que vous devez demander à votre directeur métier, à votre directrice métier, qui doit proposer des augmentations individuelles au mérite, la compétence, l'évolution, de ne pas détériorer, déjà, avant même d'utiliser votre budget de 0,20, de ne pas détériorer cet écart, de le réduire, et seulement derrière vous intervenez. Parce que la dérive, c'est « Oh ben c'est pas grave, Pierre-Marie il a un budget de 0,20, il fera le rattrapage qui va bien ». Non, chaque direction doit appliquer cette politique de réduction d'écart, et c'est en appliquant ce principe depuis de nombreuses années que chez FDJ, on a réduit l'écart, et aujourd'hui, on a 40 points sur l'index Pénicaud. Bravo.
Alors, il faut aussi, toujours pour faire avancer les choses, Elisabeth Chungui, vous pouvez nous parler de cette diversité qui touche le handicap. Là aussi, il y a des progrès à faire et beaucoup de méthodes aussi pour convaincre. Parce que là aussi, il y a des biais, en fait. Hein. On imagine que c'est compliqué. Eh bien, oui, là aussi, il faut être créatif et volontariste. Et l'avantage d'être dans le top management, c'est qu'on peut impulser des programmes transverses et avec un fort sponsorship. Un exemple avec l'équipe diversité du groupe Orange qui est présente ici et que je salue et que je remercie pour son engagement. Nous avons lancé un programme qui s'appelle Neuroteam et qui part d'un constat. D'un côté, la Fondation Orange a 30 ans d'expertise dans le domaine de l'autisme. C'est la seule fondation d'entreprise à en avoir fait un axe de mécénat. De l'autre côté, nous avons des métiers pénuriques dans la cyberdéfense, notamment chez Orange Cyberdéfense. Or, on sait que dans ces métiers, certains autistes ont des capacités particulières et des vraies compétences. Donc, nous avons initié vraiment un programme transverse avec la RH, la diversité, la mission handicap, Orange Cyberdéfense, les recruteurs. Nous avons lancé ce programme pour faciliter le recrutement et l'intégration de collaborateurs autistes. Et ça marche. Alors, c'est un peu plus compliqué. Il faut mobiliser l'équipe, le manager, c'est important, mais ça marche et ça marche tellement bien. On a fait un premier recrutement. Le manager était tellement content qu'il en a fait un deuxième dans la foulée. Et c'est comme ça qu'on y arrive. C'est vraiment aussi parce qu'on est dans cette entreprise, on est convaincu que la diversité est source de performance et on sait aussi que, quelles que soient les diversités, les collaborateurs issus de la diversité ont parfois dû se battre 2 fois plus que les autres. Donc, ils ont une niaque, ils ont une capacité d'adaptation qui est essentielle pour toutes les organisations dans un moment où on doit toutes les organisations doivent faire face à des enjeux sans précédent, des enjeux sociétaux, climatiques. Donc, on a besoin d'une équipe plus diverse. On n'y arrivera pas si on sort tous du même moule. On en a la conviction chez Orange. Ouais. Donc, pour ne pas tous sortir du même moule, il y a effectivement une formation qui est importante. Hein, c'est la formation au biais, Charlotte Van de Putte. C'est vraiment très, très important. Et c'est ça qui permet de faire avancer parce qu'on en a tous. Hein, même si on s'en défend, on a tous des biais. Et donc, vous, expliquez-nous comment vous faites chez Deloitte. Oui, tout à fait. La diversité, c'est un fait. L'inclusion, c'est un choix. Et on a de fait décidé de mettre en place une politique de formation et de sensibilisation systématique de l'ensemble de nos équipes, des plus jeunes jusqu'aux associés chez Deloitte. Cette formation, elle est de différentes natures. Tout d'abord, des sessions de formation au biais, justement, pour que chacun prenne conscience de ses biais lorsqu'il prend des décisions, notamment RH vis-à-vis de ses équipes, parce que nativement, chacun se dit « ça ne nous concerne pas ». Donc, il est important d'ouvrir les yeux sur l'ensemble de ces biais. On a également lancé l'organisation de fresques de la diversité, lors de laquelle l'ensemble de nos managers, justement, sont amenés à travailler, à réfléchir ensemble à ces biais et la façon d'y travailler. Et enfin, on a noué un partenariat avec le Mémorial de la Shoah, qui intervient déjà auprès d'administrations, de collèges, lycées, et au travers d'exemples historiques, qui apprend à déconstruire l'ensemble des préjugés et des discriminations. Et on a jugé très intéressant justement d'organiser des sessions de formation avec le Mémorial et d'y faire participer l'ensemble de nos collaborateurs, justement pour qu'ils puissent s'ouvrir et prendre conscience de l'ensemble de ces sujets. Alors ensuite, on le mesure, parce que bien évidemment, il faut non seulement lancer des actions, mais en mesurer l'efficacité. On prend le pouls sur le respect, la diversité, l'inclusion au sein de nos équipes, régulièrement avec des talent surveys où l'on interroge l'ensemble de nos collaborateurs et on leur demande de nous confirmer s'ils se sentent au quotidien respectés dans leurs particularités, dans leur diversité, s'ils se sentent dans un environnement inclusif avec leurs managers et leurs associés. Et on regarde ces résultats avec un objectif de 90% de respect, comme vous le disiez, de diversité et d'inclusion. Et on scrute de façon particulièrement attentive le détail de ces résultats, par métier, par activité, par bureau, pour s'assurer qu'effectivement tout le monde est dans cette même dynamique de davantage d'inclusion et de respect de l'ensemble des profils de nos équipes. Pour terminer, Monsieur Guillemin,
Pour ce qui concerne justement une entreprise inclusive, c'est une entreprise qui favorise la mobilité interne. Et je crois que vous êtes très attaché à la favoriser au maximum. Alors oui, c'est un sujet qu'on veut vraiment développer dans l'entreprise. Alors plutôt que de faire des longs discours, moi je voulais juste vous donner un exemple, parce qu'on a quelques exemples parmi nos 17 000 collaborateurs de belles mobilités internes. Et on a par exemple Riyad qui chez nous est rentré il y a 15 ans dans l'entreprise, il était agent de sécurité. Et puis pour augmenter sa palette de compétences, il a suivi une formation SIAP, donc c'est une formation en sécurité incendie. Et puis un jour, dans l'environnement, il y a une formation obligatoire qui est arrivée pour obtenir une carte professionnelle et rester agent de sécurité. Donc il est reparti à l'école, se former pour obtenir sa carte professionnelle. Et c'était à son initiative. Et en revenant dans l'entreprise, on a pu lui proposer des postes, responsable client d'abord. Puis un jour, il a fait le pari de changer de lieu. Et je pense qu'en France, c'est encore trop rare ça. Il a déménagé à Lyon, il est devenu directeur d'agence quelques années. Et aujourd'hui, il est patron du métier retail, donc c'est tout ce qui est commerce et distribution pour la sécurité. Et il s'occupe aussi des opérations de toute notre protection rapprochée. Voilà, donc c'est une personne qui a bien grandi dans l'entreprise. Je dirais que malheureusement, on n'en a pas encore assez. Et donc, on doit continuer nos initiatives pour favoriser, faire connaître ses capacités de mobilité interne dans l'entreprise et favoriser ces paris personnels qui sont pris par nos collaborateurs pour grandir dans l'entreprise. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous pour ces échanges. Vous avez fait ça le comble. Bravo et merci encore. Dans quelques secondes, on va découvrir les derniers candidats du fonds Sens, 3 jeunes entrepreneurs qui vont donc pitcher leur projet avec à la clé, vous le savez, 100 000 € de fonds de prêt à taux zéro, sans condition. C'est juste après le micro-trottoir qu'on vous propose depuis ce matin et qui reprend les questions posées sur la plateforme, la consultation citoyenne Parlons égalité des chances. On se retrouve juste après, regardez. Enfin, je pense que c'est à l'État de mettre peut-être des aides financières parce que c'est pas facile de faire ça tout seul. Des formations, en leur faisant découvrir un peu plus le monde du travail aussi, parce que la plupart ils connaissent pas du tout en fait. On mettait en place aussi pas mal de salons, je pense. Je pense qu'aujourd'hui il y a des associations qui accompagnent ces jeunes à l'insertion, à trouver effectivement du travail. On évolue, mais je pense qu'on n'est pas encore prêt et que c'est aussi un sujet pour moi très politique qu'il faut accompagner davantage. Et vous, l'inclusion économique, vous en pensez quoi? Nous comptons sur vous. Chaque avis et chaque idée compte. Et vous, l'inclusion économique, vous en pensez quoi? Nous comptons sur vous. Chaque avis et chaque idée compte. Connectez-vous jusqu'au 29 novembre inclus sur parlons-égalitédeschances.fr. Comme promis, on va découvrir maintenant les derniers entrepreneurs qui vont pitcher devant vous leur projet, le projet d'une vie parfois. Et je vais donc rappeler celle qui a initié ce fonds Sens avec la Fondation Mosaïque. C'est Awa Dramé, fondatrice de Time to Start. Awa, reviens me rejoindre sur cette scène. J'ai besoin de toi, Awa Dramé. Donc on a déjà vu 3 beaux projets tout à l'heure. Vous les avez découverts avec nous. Et donc, on va enchaîner avec d'abord Nusseima Baraket, que j'appelle à me rejoindre sur scène. Nusseima Baraket, bienvenue. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Nusseima, elle va présenter son projet devant vous. Alors, Nusseima, vous avez le choix. C'est soit le pupitre, soit le micro. C'est comme vous préférez. Alors, prenez un micro qui est ici. En principe, on va vous écouter. Et vous avez donc ce timer qui est en face de vous. Je crois que vous connaissez l'importance de respecter le temps. Merci beaucoup, Nusseima. C'est à vous. À tout de suite. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Nusseima et je suis la fondatrice de la marque d'horlogerie Bussy. Mon rêve, c'est de rendre votre temps plus poétique. Valoriser l'artisanat français et également les artisans de notre territoire. Cela fait plus de 3 ans que je travaille avec des manufactures et des entreprises de ma région d'origine, la Franche-Comté, qui est également le berceau de l'horlogerie en France, pour concevoir et développer ma première collection de montres.
Cette montre, elle a été conçue dans le détail, avec des index en forme de plume, des cadrans qu'on ne voit pas forcément sur la photo, mais qui évoquent la feuille de papier. Par exemple, je travaille avec la dernière usine qui fabrique encore des aiguilles en France, et le mouvement, donc automatique, est entièrement fabriqué dans le Jura français. Ça a encore plus de sens pour moi, aujourd'hui, de porter ce discours au sein du ministère de l'économie. L'écriture, pourquoi ? Car ma seconde passion, c'est la poésie. Baudelaire, Paul Éluard, Rumi, André Chédid, ces messages intemporels, universels, qui traversent le temps, c'est sur les bracelets des montres que je les embosse. Sur un cuir, au tannage végétal, entièrement conçu à Besançon, encore une fois dans le fief de l'horlogerie en France. Cette expérience, vous pouvez la voir sur la table. Merci. Donc, elle se matérialise également à travers un écrin sous forme de livre qu'on peut directement ranger dans sa bibliothèque. Et merci également avec un recueil de poèmes sur le temps qu'on retrouve à l'intérieur de chaque boîte de montre. 2022, c'est l'année du lancement. Au mois d'avril, j'ai lancé cette première collection qui a vu le jour. Il y a quelques semaines, j'ai livré mes premiers clients. Samedi dernier, ma première boutique à Besançon. Dans 2 jours, mon premier partenaire à Paris, qui est le Printemps Haussmann. Merci. Merci. Pour aller plus loin, j'ai besoin de vous. 29 170 € exactement, c'est le montant nécessaire pour terminer de financer ces 300 montres proposées en édition limitée. Pourquoi faire ? Alors, c'est 150 mouvements qui sont entièrement fabriqués dans le Jura, 365 bracelets poétiques qui sont fabriqués à Besançon et également rémunérer mon artisan horloger qui s'occupe de contrôler les montres et également de les assembler. Bien évidemment, on respecte les codes de la haute horlogerie à travers un verre saphir, de l'acier 316L, etc. Vous pouvez également m'aider si vous êtes en manque d'inspiration pour les cadeaux de Noël. Je serais ravie de pouvoir vous offrir une montre Bussy sous le sapin. Vous l'avez bien compris, ma vision, au-delà de valoriser l'artisanat et de mettre en avant l'industrie horlogère en France, c'est vraiment de poétiser le temps, de valoriser l'art et la culture à travers un objet aussi noble que la montre. Je vois le timer et je vous remercie pour votre temps. Merci Mousseïma, bravo, vraiment bravo pour ce projet, ce parcours. Alors on dit souvent que c'est compliqué pour une femme lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat. Je me posais la question, est-ce que c'est encore plus dur quand on est dans le secteur de l'horlogerie ? Non, pas du tout, tout roule, c'est super. Non, en réalité, je ne me suis pas posé la question au début à savoir est-ce que ça allait être plus difficile d'entreprendre dans le secteur de l'horlogerie. Je m'en suis rendu compte quand 99,9% de mes interlocuteurs étaient des hommes. C'est vrai que c'est pas évident parce que moi j'arrive avec un univers poétique et littéraire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui dans le secteur de l'horlogerie il y a beaucoup de montres autour du vintage, du secteur automobile, du sport extrême et je me reconnaissais pas forcément. Quand j'ai présenté ma montre, donc qui est unisexe, automatique, vraiment travaillée pour les hommes et pour les femmes, j'ai eu l'impression qu'on s'attendait à voir une montre avec un cadran rose et un papillon qui vole au bout des aiguilles. Et du coup, le challenge, j'ai réussi en ce sens où, en tant que femme, on peut également porter des belles montres automatiques sans tomber dans un objet niais. Et voilà, pour répondre à ta question, c'est plutôt ce retour d'expérience. Effectivement, c'est pas simple, mais je pense qu'avec passion et détermination, et grâce à vous aussi, acteurs et partenaires de ce type de programme, et toi, Awa, merci. On y arrive. Et justement, tu as besoin de 30 000 € et tu demandes combien au fonds Sens, au fonds de financement ? 29 170. Exactement. Ah oui, c'est précis. Je veux dire, il n'y a pas un argent il y a pas un sou qui est dépensé en trop. Hein. C'est bien, elle a bien budgété. Le business plan, il est vraiment les centimes près. Très bien. Merci beaucoup, Mousseïma. Mousseïma Baraket pour Bussy. N'hésitez pas à voter donc sur le site du Sommet de l'inclusion économique ou en flashant ce QR code qui se trouve sur votre badge. Notre prochain entrepreneur va venir défendre un projet qui concerne bien des parents. Merci d'accueillir Aurélien Frankel, l'un des 3 associés de ce projet. Bienvenue. Merci, bonjour. Votre appli s'appelle Mon Centre Social. Alors, je crois que tout est dans le titre. Presque. Vous nous racontez tout ça en 3 minutes ? Absolument. Bonjour à tous, je m'appelle donc Aurélien Frankel. J'ai 45 ans.
J'ai travaillé à la direction générale de plusieurs villes de Seine-Saint-Denis et j'ai observé qu'il arrive régulièrement que de super activités mises en place par les centres sociaux touchent un public trop limité parce que l'information n'arrive pas ou pas bien au public cible. Un soir de 2019, j'en ai échangé avec deux proches qui partageaient chacun à leur niveau le même constat. L'un d'eux est expert en code informatique, l'autre intervient depuis plus de 15 ans dans les centres sociaux. Ensemble, nous avons décidé d'apporter une réponse et nous avons développé l'application Mon Centre Social. Qu'est-ce que l'application Mon Centre Social? C'est une application qui permet aux centres sociaux de mieux valoriser leur action, de mieux rayonner et de renforcer le lien aux usagers. En fait, on est parti du constat de l'existence de 3 besoins. Le premier besoin, c'est celui du public. Le numérique est désormais omniprésent dans nos quotidiens, il a bousculé nos modes de vie. Les besoins et les attentes du public ont profondément évolué. Le deuxième besoin, c'est celui de la puissance publique. L'État et la CAF veulent accélérer la digitalisation et sont à la recherche d'innovation. Le troisième besoin, c'est bien sûr celui des 2400 structures de proximité qui, en France, au quotidien, tissent le lien de proximité. Les centres sociaux, les maisons de la jeunesse et de la culture, les maisons pour tous, les maisons de quartier. Aujourd'hui, il n'y a pas d'outils digitaux à la hauteur de la richesse et de la diversité des actions qu'elles mettent en œuvre au quotidien. Et elles sont amenées à se tourner sur les grands réseaux sociaux que vous connaissez tous, qui posent des problèmes. Le public est segmenté, le format ne répond pas aux besoins, les usagers sont exposés à la publicité et personne ne maîtrise l'utilisation des données. C'est pourquoi l'application Mon Centre Social a développé un écosystème qualitatif entièrement dédié aux centres sociaux, sur un format agile, intuitif, ergonomique et simple d'utilisation pour tous. Concrètement, c'est de nombreuses fonctionnalités qui permettent d'échanger des informations sur les activités du quotidien, de valoriser ce qui fait le cœur du projet social. Par exemple, échanger des recettes entre membres de l'atelier cuisine ou des ressources autour de l'atelier d'appui à la scolarité. C'est prolonger les activités de convivialité. C'est donner une nouvelle visibilité aux temps forts qui permettent de toucher un public élargi et de nous inscrire dans une pratique de valorisation des bonnes pratiques. C'est aussi donner la possibilité aux habitants de donner leur avis sur les projets qui les concernent, et c'est encore faciliter, par exemple, les inscriptions pour les permanences d'écrivains publics ou la gestion des sorties durant les vacances scolaires. Au regard de nos valeurs, l'application Mon Centre Social est responsable et inclusive. Gratuité totale pour l'usager, pas de publicité commerciale, respect du RGPD et possibilité de compenser l'empreinte carbone numérique. Notre objectif est de devenir la référence en 3 ans en matière d'identité digitale des centres sociaux et de renforcement du lien social. Nous avons à ce jour intégralement autofinancé la conception, le développement et le lancement de l'application qui est sur tous les stores avec l'appui de MyCreo Academy. Pour poursuivre le développement, nous sollicitons aujourd'hui l'appui du fonds Sens pour nous permettre de nous sécuriser juridiquement, de continuer à développer des fonctionnalités et d'élargir le cercle des centres sociaux touchés. Notre société fait face à d'immenses mutations, aussi profondes que rapides, qui sont autant de défis. Alors que la fraternité, qui est le ferment de notre devise nationale, est aujourd'hui fragilisée, nous aspirons à faire de notre application un outil et un levier d'inclusion par le numérique pour renforcer le lien social. Je vous remercie pour votre écoute. Bravo Aurélien. Mais du coup, alors combien demandes-tu au fonds Sens? Nous sollicitons un prêt de 20 000 €. Très bien, et c'est pour atteindre quel objectif d'ici 2023? En 2023, nous voulons cibler avoir 70 centres sociaux comme clients partenaires. Parfait, merci beaucoup, Merci bravo Awa. Aurélien. Merci Aurélien, merci Awa. Alors c'est le moment de découvrir le dernier projet de la journée, projet qui grâce à vous pourrait bien être financé par le fonds Sens. Vous avez la possibilité, vous dans le public ou derrière votre écran, eh bien, de voter, mais il y a aussi le prix du jury qui est représenté ici par Julie Le Sœur de la Fondation SFR. Merci Julie de ta présence. Et donc on va enchaîner pour ce dernier pitch. Je vais appeler Naré Tandia, s'il vous plaît. Son projet s'appelle Narena et son objectif, eh bien, c'est d'embellir les femmes, toutes les femmes. La scène est à vous, Naré, pendant 3 minutes. On va vous entendre. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Naré, j'ai 25 ans, je suis maman de 2 enfants, originaire des Tarterets dans le 91. Je suis la fondatrice de Narena et artiste de tatouage éphémère. Narena reconnecte les femmes à leur culture et tradition en faisant du henné une parure corporelle éphémère et renouvelable à foison.
Il y a 5 ans, je me suis découvert une passion, l'art du tatouage éphémère, que je pratiquais en parallèle de mon activité d'aide-soignante. Tout allait bien, si je peux dire, jusqu'à ce que M. Covid débarque. Ça a pu être pour certains une difficulté, mais pour nous, ça nous a permis de rebondir et de revoir nos offres. On a sorti un kit qui s'appelle le kit aîné, le kit Narena. C'est les éléments indispensables pour devenir une artiste. Notre aîné est soigneusement cultivé par des femmes africaines issues d'un milieu rural. Cette activité leur permet de générer des revenus et de participer au développement économique de leur pays. Concrètement, Narena, où en sommes-nous aujourd'hui, vous allez vous dire. Narena, c'est une e-boutique qui est sortie en 2021. Un site internet où du coup on propose nos produits. Un showroom situé à Noisy-le-Grand, dans le 93, où on accueille nos clientes pour des prestations de tatouage éphémère, comme je peux avoir là sur ma main, et également où on fait la vente de nos produits. Narena, c'est également des ambassadrices à travers le monde qui ont adhéré au concept, et un service d'événementiel qu'on a lancé là dernièrement. Il y a un an, si on m'aurait dit que j'aurais pu participer à ce genre d'événements et pouvoir promouvoir en fait les produits, j'y aurais forcément pas cru, parce qu'il y a un an, pour ouvrir mon showroom l'année dernière, j'ai dû aller travailler chez Amazon le week-end nuit pour récolter des fonds. C'était dur, mais ça m'a permis du coup d'ouvrir le showroom et d'acheter de la marchandise pour pouvoir promouvoir mes produits. Concrètement, ce qu'on a envie de devenir avec votre aide, c'est d'ouvrir un centre de formation. J'aimerais ouvrir mon centre de formation afin de fédérer les femmes, leur apporter mon expertise, une formation clé en main qui leur permettra de se professionnaliser et de perfectionner leur art et de vivre également de leur passion. Également, j'aimerais faire de l'intermédiation commerciale de par mon réseau, mettre en relation les artistes qui me contactent, les artistes avec lesquels je travaille aujourd'hui et les particuliers. Parce que je reçois pas mal de messages et moi, j'ai que 2 mains. C'est compliqué de pouvoir offrir mes prestations de tatouage à toutes ces femmes-là. Donc, de par ce réseau-là, j'aimerais faire de l'intermédiation commerciale et offrir également mes offres au B2B. Donc, aujourd'hui, sur le marché du henné, sur le positionnement que j'ai aujourd'hui, je suis seule. Avec ce que j'ai pu faire en 1 an et demi, j'ai fait 40 000 € de chiffre d'affaires avec 12 000 € d'investissement. Et aujourd'hui, j'aimerais, par le fonds Sens, j'aimerais... Le stress, il revient là, mais ça va bien se passer. J'aimerais, par le fonds Sens, en fait, financer en fait, tout ça, parce que l'agrandissement de mon showroom, ça me demande des coûts. Faire passer des produits au laboratoire, ça me demande énormément de coûts. Donc, j'ai besoin de votre aide. Je compte sur vous. Et vous tous aussi, le public, pour m'aider à atteindre ces objectifs-là. Et l'un de mes premiers objectifs, c'est d'obtenir mon premier million de chiffre d'affaires et également des millions d'artistes à mes côtés pour pouvoir faire grandir cette marque. Je compte sur vous et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Naré, et bravo pour ce pitch. Alors, du coup, tu ne nous as pas dit, mais de combien as-tu besoin pour accélérer ton activité? Juste 20 000 €. Ok, d'accord, très bien. Et du coup, 2023, c'est combien de femmes ambassadrices? 2023, combien de femmes ambassadrices? Oui. 1 million. D'accord. Ok, bon, on y va alors. Merci beaucoup, Naré Tandia. Merci, Awa. Il n'y a plus qu'à voter pour choisir donc qui des 6 entrepreneurs ou entrepreneuses qui se sont succédés sur cette scène pourra bénéficier des 100 000 €. Seul 1, 2, 3 ou 6 entrepreneurs, ça sera à vous de décider. Un dernier mot, Awa, avant de justement retrouver le jury pour délibérer? Oui, un dernier mot. Je suis très heureuse déjà. Bravo à tous les candidats. Et je voulais vous poser la question au jury. Au public, pardon, est-ce que vous connaissez le charbonariat? Le charbonariat. Est-ce que vous connaissez le charbonariat? De charbon. C'est ça. Ouais. Et le charbonariat, en fait, c'est un concept qui a été créé par Ibrahim Silla, qui mixe le charbon, donc l'idée de travailler charbonner avec l'entrepreneuriat. Et donc, ça devient le charbonariat. Okay. Et donc, bravo à tous les entrepreneurs. Vous êtes des charbonneurs. Bravo. Bravo. Force Merci. à nous. On retient ce charbonariat. Merci beaucoup, Awa.